Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Avec nous ce soir sur le plateau, Christian Montes, directeur de La Poste. Bonsoir. Bonsoir. Alors on se souvient il y a peu de ce mouvement qui avait touché votre enseigne. Les choses ont été très rapidement réglées. Vous êtes là ce soir pour nous parler de la situation. Qu'en est-elle également de ces nouveautés que vous envisagez de mettre en place à La Poste? On en parle tout à l'heure dans ce journal. Avec plaisir. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Décidément, le feuilleton au port de Longoni continue et ce matin, c'était Norbert Martinez qui a pris la parole sur notre plateau. La situation ne semble toujours pas trouver d'issue. On en parle plus amplement avec vous dans quelques instants, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 19 octobre. Après Jacques-Martial Henry et Thierry Gallarme, c'était au tour de Norbert Martinez de s'exprimer sur le port de Longoni ce matin. Ce dernier a ainsi rappelé son souhait de voir chacune des parties se remettre autour d'une table afin de trouver une issue à ce conflit sans fin. Explication. Pour la première fois, la place de la République accueillera le salon de la construction et de l'aménagement. Du 11 au 13 novembre, ce sont plus de 50 professionnels qui vont tenter de guider tous ceux qui envisagent de construire ou rénover leur habitat. Le point dans votre journal. À Mayotte, la lutte contre le diabète est une priorité de santé publique. 10% de la population est frappée par cette maladie, tandis que la législation à Mayotte est en cours d'évolution. Autorisation d'exercer une activité sportive, plus de souplesse dans la pratique de la plongée sous-marine, capteur de glycémie remboursé par la sécurité sociale. Zoom sur ces avancées législatives à la fin de cette édition. Le conflit au port de Longoni continue à faire couler beaucoup d'encre. Nombreux sont ceux à s'être déjà exprimés sur le sujet. Et ce matin, c'était au tour du président de l'Union maritime de Mayotte de prendre une nouvelle fois la parole. Pris à partie par le chargé de mission MCG, Jacques-Martial Henry, vendredi dernier, Norbert Martinez a tenu à répondre et à donner son point de vue sur une situation qui s'éternise. Il y a peu, il avait en effet proposé de devenir médiateur entre la SMART et MCG. Cette fois, il a fait part de son souhait de voir les parties concernées se mettre autour d'une table. Davantage de précisions dans ce sujet, signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Vendredi, un communiqué co-signé par le MEDEF et l'Union maritime de Mayotte aura eu le don d'ouvrir un nouveau feuilleton au port de Longoni. La lettre s'en prend directement au délégataire MCG et va jusqu'à réclamer un grand port maritime à Longoni. Depuis, Jacques-Martial Henry et Thierry Gallarme ont eu l'occasion de s'affronter dans un débat qui n'aura pas été du goût du président de l'UMM. J'ai trouvé le face-à-face qui a suivi ce communiqué très scandaleux, scandaleux. Et Jacques-Martial. Voilà, un face-à-face entre deux personnes qui ne connaissent pas le port. Je pèse mes mots ce matin, mais je suis très agacé de voir ce qui se passe. Parce que là, on dépasse même le cadre de l'Union maritime. On dépasse le cadre de Norbert Martinez, on est sur des atteintes personnelles. Et là, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu en 2012 et en 2013. C'est ignoble. Ce n'est même pas digne d'un port comme le port de Longoni. Et qu'on arrête de m'adresser des textos de menaces, comme je reçois encore à titre encore personnel, ça suffit. Je veux dire, aujourd'hui, je crois qu'il est encore temps de se mettre autour d'une table et de continuer à discuter d'une manière constructive. Norbert Martinez a notamment expliqué qu'une déchéance de la DSP représenterait un retour en arrière très préjudiciable pour le département. En l'état actuel des choses, il prône donc le retour du dialogue entre les différents acteurs avant qu'il ne soit trop tard. On va arriver à une guerre de tranchées sur le port. J'entends par-ci par-là, et je pèse mes mots, on va brûler des engins. Oui. Je dis, attendez, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend peut-être qu'il se passe quelque chose, parce que, bon, on sait, dans des moments comme ça, on va avoir de la récupération de certaines personnes. On attend qu'il se passe quelque chose de grave pour agir. Il n'est pas venu le temps de stopper tout ça. Alors, vous voyez qu'on est très loin du clivage, de tout ce qu'on veut me dire par rapport à un dossier sur le port. Je dis aujourd'hui, il y a des priorités dans l'ordre. Il faut sauver ces personnes. Deuxièmement, attendre les réponses sur la manutention
Oui, est-ce que Manuport peut ou pas? Est-ce que Mayotte Channel peut ou pas? En effet, des décisions de justice sont attendues, notamment en ce qui concerne l'agrément, jusqu'alors refusé à la société Manuport. Sans cet agrément, la Smart restera le seul manutentionnaire à officier au port de Longoni. Même si l'ancien président de la CCI somme les autorités de jouer le rôle qui est le leur. Moi, je suis là pour défendre les intérêts de l'ensemble des membres, prendre une précaution particulière par rapport sur le volet social, mais le reste, que les pouvoirs politiques assument leurs responsabilités. Il y en a marre que ce soit les entreprises qui se déchirent alors qu'on n'entend pas que le conseil départemental, et voire éventuellement la préfecture, décide simplement de dire stop, on arrête. C'est comme ça ou c'est pas comme ça. Mais qu'on ne lance plus des grandes phrases de déchéance de la DSP, sans suite, sans rien. Je suis ni pour ni contre. Je dis simplement que si la DSP est maintenue, MCG doit conserver ses engagements, réaliser ses engagements et respecter la loi. C'est tout ce que je dis depuis le début. S'il y a une déchéance, on verra. Mais ce n'est pas à moi de le prononcer, la déchéance. Je n'ai aucun pouvoir. Ce pouvoir en revient effectivement aux autorités, mais est-ce véritablement la bonne décision? Faut-il revenir en arrière et repartir à zéro pour qu'enfin le port connaisse la sérénité indispensable à son développement? Autant de questions qui divisent dans une situation où les intérêts financiers des uns et des autres prennent clairement le pas sur l'intérêt général. Alors Pierre, on le voit, le conflit concerne principalement MCG et la Smart, mais de plus en plus d'intervenants s'expriment sur le sujet. Là, on a vu le président de l'Union maritime, Norbert Martinez, monter au créneau par rapport à cette situation qui s'éternise. C'est normal, c'est vrai qu'on le dit, le port est importantissime à Mayotte parce qu'il est vraiment, il y a un espoir de développement de toute l'île grâce au port de Longoni. Malheureusement, depuis 3 ans, on a l'impression que ce développement, il a été à un moment donné, forcément, en 2013, en novembre, avec la DSP, beaucoup d'espoir et puis finalement, on s'est rendu compte qu'au bout de quelques mois, déjà, les premiers problèmes sont arrivés. Et puis, déjà, les premières voix s'élevaient en disant pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi plutôt un grand port maritime comme dans tous les autres DOM. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il y a eu de gros investissements qui ont été faits au port. Il y a toujours beaucoup d'espoir parce qu'avec le tourisme, on le sait, ce sont vraiment de porteurs de développement pour Mayotte et forcément que tout le monde est impliqué lorsqu'il s'agit du port. Alors l'Union maritime forcément, le MEDEF forcément, mais également voilà tous les citoyens lambda et puis j'allais dire même la Poste, tout le monde, parce que le port c'est vraiment quelque chose de très très important. Je veux dire, c'est notre voie de communication avec le reste du monde, au-delà d'aéroports bien entendu. Donc on a besoin d'un port qui fonctionne, on a besoin d'un port qui se développe et dans l'état actuel des choses, le port est en train de stagner. Donc forcément que tout le monde s'implique dans cette histoire, chacun a son avis. Maintenant, on rejoint Norbert Martinez lorsqu'il dit, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, maintenant les autorités doivent trancher. Justement, il va y avoir le rôle des autorités dans cette affaire, parce que ça prend des proportions impressionnantes, parce qu'aujourd'hui c'est l'économie de l'île quand même qui est menacée. Si le port est bloqué, toute l'île est bloquée également. Alors pourquoi les autorités n'arrivent pas à se décider? Pourquoi ils n'arrivent pas à prendre cette fameuse décision qui réglerait tous les problèmes? Mais du côté de la préfecture, on est très clair sur le sujet. On explique que voilà, aujourd'hui, le délégant, le port appartient au conseil départemental, il est le délégant, c'est à lui de prendre les décisions. Le préfet l'a rappelé, l'ancien l'a rappelé, le nouveau aussi, Frédéric Vaux l'a rappelé. Si vraiment il devait intervenir, ce serait dans le cas où il y aurait un blocage, où là il y aurait possibilité de faire intervenir les forces de l'ordre pour débloquer, parce qu'effectivement c'est le poumon économique de l'île, et puis que si ce poumon économique est bloqué, toute l'île sera bloquée, et on connaît les conséquences ensuite. Donc la préfecture, elle reste dans ce rôle-là, elle pourrait effectivement intervenir, et puis dire aux acteurs, voilà, et d'ailleurs Seymour Morsi l'avait déjà fait plusieurs fois, il avait dit aux uns et aux autres, on va se réunir, on va discuter. Bon, au final, on voit que ça n'a pas servi à grand-chose quelques mois plus tard, mais n'empêche qu'il avait fait cette démarche-là. Donc voilà, du côté de la préfecture, on reste assez stoïque sur le sujet, on en parle très très peu. La ministre des Outre-mer en a parlé, mais finalement, elle ne s'est pas vraiment impliquée sur ce sujet. Quant au conseil départemental, on a du mal à suivre, puisque un jour, il nous parle de déchéance de la DSP. Le lendemain, il accepte la nouvelle tarification d'MCG. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à suivre le jeu que joue ce conseil départemental. Effectivement, lui a un véritable pouvoir. Pourquoi ce jeu, on ne sait pas trop. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va falloir qu'il
qu'il intervienne à un moment ou à un autre parce qu'il est délégant, parce que ça va mal et parce qu'on ne peut pas continuer éternellement avec cette situation entre deux entreprises qui sont deux entreprises privées, mais qui au final, c'est ce qu'on dit à la fin de ce sujet, il y a quand même un intérêt général. Le port est vraiment très important à Mayotte, donc il va falloir que certains intérêts des uns et des autres cessent de passer en priorité et que ce soit l'intérêt général qui passe en priorité, c'est-à-dire la population. On parle aussi de vie chère, ben oui, mais forcément, la vie chère, on parle aussi du port. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir mettre sur la table et c'est aux autorités de le faire parce que de toute façon, ces deux entreprises n'arrivent pas à s'entendre et elles n'y arriveront sûrement jamais parce que les intérêts financiers sont très importants. Merci beaucoup Pierre, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants et on continue avec cette initiative qui va en ravir plus d'un, surtout si vous êtes engagé ou souhaitez vous lancer dans un projet d'habitat. En effet, du 11 au 13 novembre prochain, la place de la République accueillera le premier salon de la construction et de l'habitat. À l'origine de ce beau projet, l'association MDS a créé en septembre dernier, en partenariat avec la société SQBTP. De la construction à la décoration, une cinquantaine d'exposants seront présents pour proposer au public un accompagnement sur mesure. Les explications dans ce sujet signées Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Le premier salon de la construction et de l'aménagement se déroulera les 11, 12 et 13 novembre prochains sur la place de la République à Mamoudzou. Construire, rénover, équiper, décorer, le secrétaire de l'association AMDES nous en dit plus sur la teneur de la manifestation. Il y aura différents corps d'État qui vont être présentés, donc tout ce qui est gros œuvres, seconds œuvres, finition, énergie renouvelable, décoration. Et il y aura aussi un pôle où ça sera dédié à tout ce qui est artisanat locaux et un pôle, tout ce qui est au niveau administratif. Donc il y aura une banque qui va être présente, il y aura une assurance, il y aura un bureau d'études qui va être là. Et au niveau des chapiteaux, l'entrée du salon déjà il est gratuit, ça je tiens à préciser. Si le salon sera gratuit pour les visiteurs, l'association espère pouvoir réunir une cinquantaine d'exposants et lance donc un appel à tous ceux qui souhaitent faire connaître leur travail par le biais de cette manifestation. Pour les entreprises qui sont intéressées de prendre contact avec nous, ceux qui sont adhérés à l'association AMDES, donc eux ils auront un prix forfaitaire de 150 €. Si les non-adhérés, ça sera 200 €. Et les petits artisans que je dis fait main, qui fait de l'artisanat, eux ça sera un forfait de 50 € sur 3 jours. Les exposants seront ensuite choisis pour leur professionnalisme et leur sérieux dans toutes les étapes constituant la réalisation ou la modernisation de l'habitat. Et pour le président de l'association, également directeur de la société SQBTP qui co-organise le salon, l'événement sera l'occasion de découvrir les entrepreneurs et de se laisser guider en fonction de ses projets. Plusieurs personnes qui savent pas qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on fait. Et justement, via à cette association-là, je pense qu'ils pourront savoir qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on fait éventuellement. Par rapport à nos partenaires, il y aura ce qu'on fait dans la société. On présentera ce qu'on fait. Et puis, à partir de là, chacun, par rapport à sa demande, on pourra l'orienter vers ce qu'elle demande, quoi. Tous ceux qui ont donc pour projet de construire ou de rénover leur maison ou leur appartement ne doivent manquer ce salon sous aucun prétexte. Rendez-vous est donc pris dès le 11 novembre, place de la République, pour un événement qui promet de dévoiler toutes ses idées pour votre maison. Et je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction, Christian Montes, qui est directeur de La Poste. Alors on parlait tout à l'heure de ce mouvement qui avait touché La Poste il y a quelques temps, une plateforme revendicative qui mettait également en avant les conditions de travail qui, selon les salariés, étaient quand même assez difficiles. On parlait même de burn-out pour certains. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Le conflit a été réglé. Aujourd'hui, est-ce que la situation s'est stabilisée à La Poste? Alors la situation est toujours saine à La Poste. De temps en temps, même dans les familles les plus aimantes, les groupes d'amis les plus aimantes, de temps en temps il y a des accrochages. Ce que vous appelez un conflit, c'est toujours navrant parce que et pour les clients et pour les postiers. Mais globalement, il y avait une multitude d'attentes à laquelle, a priori, je vais dire. Je suis un peu coupable parce que j'avais pas su répondre assez rapidement un préavis. Vous savez que légalement, un préavis est déposé 5 jours auparavant.
Nous nous étions rencontrés le vendredi de la semaine qui précédait. J'avais pas su donner les réponses que mes collègues représentants du personnel attendaient. Nous avons ensemble travaillé un peu plus longtemps, pendant une journée entière quasiment. Et aujourd'hui, il y a tout un calendrier sur les différentes demandes, les demandes qui sont du ressort de Christian Montes, directeur régional de la Poste. Après, il y avait des demandes qui étaient des demandes qui relèvent de l'État, clairement, en ce qui concerne la situation des fonctionnaires, que ce soit à la Poste ou dans d'autres entreprises ou administrations qui possèdent des fonctionnaires. Ça, c'est clairement du législatif, ça n'a rien à voir avec la Poste. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la Poste, l'actualité, des nouveautés qui sont envisagées ? Alors, la Poste, je ne suis pas venu faire de la publicité, mais c'est une entreprise dynamique qui avance en permanence, même si jamais assez vite à notre goût. En l'occurrence, les actualités, nous sommes en train, et ça ravira, j'imagine, tous nos concitoyens, d'améliorer fortement l'adressage, puisque nous avons signé avec différentes mairies. J'étais hier avec les maires de l'Outre-mer en leur proposant tous les services que la Poste sait développer, aussi bien concernant l'adressage que concernant des sites internet pour les mairies, par exemple. Après, des nouvelles qui plus terre à terre pour nos concitoyens. Début novembre, pour vraiment, c'est dans un souci de rendre service à nos concitoyens qui n'habitent pas Mamoudzou. Nous allons démarrer la vente de timbres fiscaux, par exemple pour Petite Terre, le Sud, le Nord, compagnie, de façon à éviter aux gens de se déplacer pour venir acheter des timbres fiscaux pour différentes demandes. Nous allons très bientôt démarrer un service qui permettra un peu plus de confort et d'économie à nos concitoyens quand ils se rendent par exemple en métropole avec des excédents de bagages. Nous proposerons au bureau de poste de l'aéroport quelque chose qui s'appelle chronobagage, qui permettra à moindre coût d'envoyer ces bagages, ces effets personnels. Bien sûr, ça prendra l'avion le lendemain, mais ce sera livré sur votre lieu de villégiature ou de futur domicile, c'est-à-dire livré directement. Ça vous évitera de porter 70 ou 80 kilos de bagages et dans les taxis et dans le train. Voilà. Donc ça, c'est pour très bientôt. On en parlera sur Coetzee, je pense le mois de novembre. Le mois de novembre aussi des timbres fiscaux. J'entendais tout à l'heure parler les organisateurs du salon de l'habitat, de la construction. La Banque Postale participera à ce salon pour essayer de faire en sorte de réaliser les projets de nos concitoyens. Parce que vous le savez, nous sommes le colis, le courrier, la banque de tous les Français. Alors la Poste qui a souhait justement de raviver un peu l'image qu'elle avait avec un attrait pour la proximité avec le public. Donc aujourd'hui, est-ce que les Mahorais le ressentent ça, ce changement qu'il y a au niveau de la Poste, selon vous ? Le changement, il est permanent. Vous savez, dans une vingtaine de jours, le bureau de poste de Dzoumogné va être rasé. C'est un investissement considérable, hein. Ça se chiffre quasiment en millions d'euros, pour mieux accueillir nos clients à Dzoumogné. Cette année, on a rénové Msamboro, on va rénover Sada, donc le changement est permanent, et en termes de rénovation, et en termes d'accueil, en termes de changement de métier pour nos collègues chargés de clientèle. Vous n'avez plus à faire des guichetiers, vous avez des chargés de clientèle qui sont là pour vous conseiller au quotidien. Nous avons multiplié les conseillers financiers. Par exemple, cette année, nous avons ouvert plus de 6000 comptes. Parce qu'à Mayotte, la Poste prend sa part, une grosse part de l'accessibilité bancaire, par exemple. Et puis, nous allons développer le crédit immobilier depuis un an. Et là, c'est de plus en plus intéressant pour nos concitoyens parce que les taux sont au plus bas. Là, quels que soient vos projets, il est temps de les réaliser. Merci beaucoup Christian Montes de nous avoir donné un petit peu une vue d'ensemble de ce qui va se passer prochainement à la Poste. On va suivre ça de très près, en tout cas ici à KTV. Merci. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 19 octobre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis février dernier, la mairie de Chirongui a décidé d'instaurer un couvre-feu durant certaines périodes.
Il restreint ainsi la liberté de circulation des mineurs non accompagnés au-delà de 21h et ce jusqu'à 4h du matin. 2 agents de tranquillité publique et 3 agents de la police municipale ont ainsi été mobilisés pour faire respecter la mesure. A noter que durant toute la période du couvre-feu, la mairie n'a pas dressé de procès-verbaux, la majorité de la population ayant compris l'objectif de l'opération. La municipalité indique néanmoins que les agents sur le terrain ont rencontré quelques difficultés sur certains villages, dû notamment au fait que ni les agents de tranquillité publique ni les agents de la police municipale ne sont autorisés à procéder à des contrôles d'identité. La mairie conclut par ailleurs que le bilan de ce couvre-feu est assez positif et a permis à la population d'être rassurée, tout en dissuadant les jeunes de commettre des infractions ou des délits. La question environnementale revient quotidiennement au cœur de l'actualité. Et parmi les avancées à noter, force est de reconnaître que les containers Trio se sont multipliés aux 4 coins de l'île et sont entrés progressivement dans les habitudes. Plastique, métal et verre trouvent leur place en fonction des couleurs, mais un autre problème de taille se pose, le temps de collecte des déchets à recycler. En effet, les containers se retrouvent rapidement pleins et débordent, à tel point que les dépôts ne sont plus possibles, contraignant bien souvent ceux qui souhaitent se débarrasser de leurs bouteilles à les abandonner au pied des trios. Or, les agents ne sont pas chargés de ramasser ce qui est à terre. C'est ce qui se passe en ce moment à Bandrélé où les trottoirs débordent de récipients en verre. S'il y a donc de quoi se réjouir d'un côté, il reste encore de nombreux efforts à fournir afin que la collecte des déchets devienne pleinement efficace. Depuis l'arrivée de ces 2 nouveaux Boeing 787-800, la compagnie Air-Austral poursuit son développement. La direction vient ainsi d'indiquer qu'afin de répondre à une forte demande de sa clientèle, la compagnie réunionnaise offrira dès la fin de l'année une 3e fréquence hebdomadaire entre Saint-Denis de la Réunion et Johannesburg. Dès le 9 décembre 2016, Air Austral proposera ainsi de regagner Johannesburg depuis la Réunion à raison de 3 vols par semaine les mercredis, vendredis et dimanches, opérés en Boeing 737-800. La direction ajoute ainsi, je cite, « Le lancement de cette nouvelle fréquence témoigne de notre volonté de renforcer encore notre offre et de proposer ainsi à nos passagers de nouvelles possibilités de séjour, affaires et touristiques en Afrique du Sud. » Et ce en contribuant toujours un peu plus au rayonnement de l'île de la Réunion. Et l'éducation est également partie de l'actualité. Pierre, vous nous en parlez? Oui, effectivement. Pas mal de choses au niveau de l'éducation. Le SNUPP notamment qui a rencontré le ministère de l'Éducation dans le cadre encore et toujours de la reprise de l'ancienneté des agents des ex-agents de la collectivité. Les nouvelles ne sont pas très bonnes puisque, encore une fois, le syndicat n'est pas du tout satisfait de ce qui a des réponses apportées par le ministère de l'Éducation qui semble rester sur ses positions. Et voilà, les évolutions ne sont pas suffisamment importante parce que voilà, on attend beaucoup de cette reprise de l'ancienneté, reprise en compte de l'ancienneté. D'ailleurs, on le rappelle, ils ont dit, les syndicats, si déjà ils avaient cette avancée-là, ensuite pour le reste, ils seraient plus patients. Mais c'est un préalable aux futures discussions. Autre thème aussi dans l'éducation ces dernières semaines, la violence, notamment la violence dans les établissements scolaires. Et ça, là, c'est le syndicat CGT Éducation qui monte vivement au créneau. Il monte au créneau, notamment par le biais de chiffres, en expliquant qu'à Mayotte, il faut vraiment beaucoup plus de moyens, que c'est par l'éducation qu'on réussira à lutter contre cette violence. Et lorsque l'on voit les chiffres, avec par exemple sur l'ensemble du territoire français une moyenne de 476 élèves au collège, un peu plus de 470 élèves à Mayotte, on est à plus de 1400 en moyenne. Voilà, il y a des chiffres qui sont absolument aberrants, notamment sur aussi l'argent qui est donné par élève, c'est le double en métropole et sur les autres territoires par rapport à Mayotte. Voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui il y a de véritables problèmes de violence et encore c'est vrai qu'on en relaie certains, nous les médias, mais il y en a beaucoup qui passent à la trappe et le syndicat le dit très justement d'ailleurs, que voilà, les médias ne disent pas tout ce qui se passe, mais forcément il y a beaucoup de choses qui se passent et que nous ne sommes pas au courant, donc voilà, mais cette violence dans les établissements, pardon, elle frappe un peu partout et c'est terrible. Malgré tous les dispositifs qui sont mis en place, on l'a vu. Oui, déjà. Malgré tous les dispositifs. Un autre sujet aussi, Amina, assez important, on en parle beaucoup, cette fameuse affaire de la SPASAD, donc de cet appel à projet et les suspicions vis-à-vis du 4e vice-président.
On sait qu'il y a eu de graves, en tout cas, voilà, il y a eu des invectives de la part d'une membre de la majorité conseillère départementale de Mamoudzou, qui a demandé à ce que Issa Abdou Issa soit retiré de toutes les commissions auxquelles il appartient, le temps qu'une enquête en interne judiciaire révèle si oui ou non il y a eu fraude ou tentative de fraude dans cet appel à projet et dans cette création de l'Aspassad. Elle a reçu un communiqué, nous avons tous reçu un communiqué où le président du conseil départemental la recadrait en appelant à la solidarité. Elle n'a pas entendu de cette oreille puisqu'elle a posté un post, elle a posté sur Facebook quelques phrases en réitérant ce qu'elle avait déjà dit. Elle persiste, elle signe, elle souhaite qu'il soit retiré de toutes les commissions, et voilà, elle explique qu'elle n'a pas d'état d'âme et qu'elle veut justement une majorité qui soit absolument, qu'il n'y ait aucune opacité, et qu'au niveau de la majorité, voilà, il y a eu des engagements mouvementé dans cette majorité. Effectivement, très, très, très mouvementé. On sent que plus les mois passent et plus ça se disloque. Et voilà, elle explique qu'il y a eu des engagements qui ont été pris, notamment au niveau de la transparence, et elle veut que ça soit respecté. Donc, nous allons la recevoir très prochainement, contrairement à ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Elle a contacté Kwesi, elle va être reçue très prochainement, et elle pourra s'expliquer sur ce sujet. Mais c'est vrai que les dissonances au niveau de la majorité au conseil départemental aujourd'hui quand même posent question. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention. Et enfin, on termine. En 2008, une étude de prévalence média avait fait apparaître qu'1,6% de la population mahoraise âgée de 30 à 69 ans était atteinte du diabète à Mayotte. Un chiffre toujours d'actualité qui fait de la lutte contre le diabète une priorité de santé publique. Et parmi les différents types de diabète existants, on compte celui de type 1. Ceux qui en sont porteurs, des enfants notamment, n'arrivent ainsi plus à produire de l'insuline, cette substance qui permet de capter le sucre des aliments ingérés. Fort heureusement, des avancées législatives ont récemment été apportées en leur faveur, des avancées non négligeables sur lesquelles nous avons souhaité nous pencher dans ce reportage signé Adèle Laurent. À Mayotte, la législation concernant les personnes diabétiques de type 1 s'aligne sur celle de métropole. Ainsi, jusque 1998, le sport était interdit ou du moins fortement déconseillé aux personnes diabétiques. Ce n'est qu'après cette date que la Société francophone du diabète leur a recommandé la pratique d'activités physiques et sportives. Malgré tout, la pratique de la plongée sous-marine était interdite aux diabétiques il y a encore de cela 3 ans. La raison étant le risque d'hypoglycémie en immersion et sa conséquence potentielle grave, la noyade. Néanmoins, il s'agissait d'un risque supposé et non prouvé. La plongée est une activité physique qui est bonne pour les diabétiques. En 2013, on a eu la chance à Mayotte d'avoir la Fédération française de plongée qui est venue annoncer lors de la journée mondiale du diabète que, enfin, les diabétiques de plus de 18 ans pouvaient plonger. Donc pouvaient avoir cette activité. On se dit bingo, il faut continuer, il faut faire évoluer la loi pour que les 14-18 ans puissent plonger. C'est ainsi que le projet Les Jeunes Diabétiques Plongent à Mayotte est né, initié par le club d'aide aux jeunes diabétiques 976 en partenariat avec Redia Bilang. Son but principal est d'évaluer l'impact de la plongée sous-marine sur la maladie diabétique chez les jeunes de 14 à 18 ans. Cette étude aura lieu du 27 octobre au 3 novembre prochain, temps durant lequel des diabétiques venus de métropole seront présents à Mayotte pour plonger en compagnie de leur homologue mahorais. Ils découvriront le monde du silence entouré d'une équipe de médecins-chercheurs qui effectueront des relevés de données grâce à des outils comme le capteur de glycémie. Celui-ci permet aux personnes diabétiques de contrôler leur taux de glycémie sans avoir à se piquer le bout du doigt de 6 à 10 fois par jour, comme c'était le cas auparavant. Et là aussi, la législation devrait évoluer. Un capteur, c'est 60 €. Il faut les changer tous les 10 jours. Donc, c'est quand même un certain coût qui est évidemment à Mayotte encore plus inaccessible. Et les capteurs de glycémie, on l'espère, à partir de mars 2017, devraient être remboursés par la Sécurité sociale pour les diabétiques de type 1. Eh bien, les enfants de Mayotte pourront également en bénéficier très rapidement, l'ayant testé pendant cette expérience. Durant cette étude, les enfants auront également la possibilité de tester la pompe à insuline. Ainsi, au lieu des 4 injections quotidiennes, cette pompe leur procurera de l'insuline en continu.
Celle-ci est heureusement déjà prise en charge par la sécurité sociale. Joël Rastami nous explique pourquoi ces avancées techniques et législatives sont bénéfiques. C'est les enfants et leurs familles qui vont pouvoir découvrir grâce à tout ça, grâce à ces lois, grâce à ces expériences, grâce à ces activités, qu'on vit tout à fait normalement. On va pouvoir aller à l'école, on va pouvoir se marier, on va pouvoir avoir des enfants et vivre jusqu'à 90 ans avec un diabète de type 1, comme n'importe qui d'entre nous. Cette étude permettra donc aux jeunes diabétiques de Mayotte de tester des outils comme la pompe à insuline ou le capteur de glycémie, mais également de, peut-être, faire évoluer la loi pour permettre aux diabétiques de plus de 14 ans d'explorer, comme tout adolescent qui le souhaite, le monde du silence. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur OAM5 que vous retrouverez également en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.